et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi, mais parce que bien entendu, ces deux aspects sont entièrement reliés et sont étroitement dépendants l'un de l'autre. Mais on voulait se poser les deux questions parce que le combat il est amené sur ces deux angles-là. L'action militante concrète, mais également le combat idéologique. Et dans les deux ateliers, on va tenter ensemble de suivre le même questionnement. Le questionnement que j'ai proposé en fin de matinée, qui est, puisque nous appelons ça reprenons l'initiative, c'est qu'on l'a perdu. Donc quel bilan on tire de nos mobilisations militantes dans le passé qui explique l'état où nous en sommes. Je crois qu'il y a eu un constat ce matin assez fort que, oui, on a reculé, oui, on a subi des attaques extrêmement importantes. Donc, comment se fait-il qu'on en est là? Et surtout, seconde question, quel type d'initiative militante on a à prendre en compte qui laisse la place aux premiers concernés, qui tisse des alliances avec eux, qui soit capable aussi de repartir à l'initiative, à l'offensive. Et puis, une troisième question, qui est quelle perspective pour ce forum, et donc quelles sont, est-ce qu'il y a des propositions? C'est quoi la prochaine étape? On a vu ce matin qu'il y avait une grande diversité, c'est que c'était pas le nombre qui comptait, mais la diversité des personnes qui étaient représentées. On a eu toute une série de fronts de lutte, donc il y a, je ne sais pas si tous ceux qui étaient là ce matin sont encore là cet après-midi, mais il y a, rien qu'avec ceux qui étaient là ce matin, vraiment une diversité des situations qui permet d'être offensif, si on arrive à se mettre d'accord. Donc voilà, la parole est à qui veut la prendre, soit sur le bilan, soit sur les propositions. Qui commence? Bonjour, Tito Galli de l'association Intermède Robinson. C'est une petite association qui travaille à Longjumeau. Alors, moi, je voulais d'abord dire une chose. Je ne suis pas trop d'accord sur le fait reprenons l'initiative, parce que l'initiative, on ne l'a jamais lâchée. Seulement, je trouve qu'aujourd'hui, elle est moins visible. Il y a plein, des centaines de micro-initiatives à droite à gauche qui sont ou explicitement en lutte contre la racialisation, ou non, par exemple, à Intermède Robinson, nous, on a travaillé sur la pédagogie sociale, donc on intervient en bas des immeubles ou dans les bidonvilles. Donc, pour nous, a priori, il y a des gens qui sont dans notre équipe des salariés, qui sont des Roms, il y en a d'autres qui viennent d'Italie, comme moi, il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle les Français des souches. Quelle souche, je ne sais pas. Bon, donc, moi je pense que toutes ces initiatives existent, et il y a des initiatives qui non seulement luttent contre la politique de racialisation, mais font autre chose. Font déjà autre chose, vivent déjà dans des micro-initiatives qui sont déjà au-delà. Et bien sûr, c'est un combat de tous les jours, parce que on est formaté sur le format racialisation. On est formaté. Et ça m'a fait rire ce matin quand la personne a dit les afro-descendants, comme ça, qu'eux, ils veulent parler à leur nom. Mais moi je dis, les blancs aussi sont racialisés. Il faut aussi, eux, qui se libèrent d'être assignés à une race. Donc c'est un combat qu'on fait ensemble. Et c'est un combat d'émancipation de tous les jours. Pourquoi avons-nous perdu l'initiative? Et là, je rebondirais sur la remarque préliminaire aussi de Saïd, qui notait que c'était un peu absurde de séparer en deux ateliers, quoi, ça ne tenait pas la route, même si ça avait une fonction précise, parce que je pense précisément qu'on a perdu l'initiative parce qu'on a perdu le combat idéologique. Donc la réponse est assez pour moi rapide. En revanche, la deuxième question plus compliquée, c'est comment reprendre l'initiative. Je dirais justement essayer d'avoir une seconde chance pour regagner ce combat idéologique. Et là, la réponse peut se décliner autrement, c'est-à-dire c'est l'idée que, à mon avis, si on gagne le combat idéologique, dans la mesure où l'idéologie, par définition, c'est diffus,
il faut aller vers l'extérieur, aller sortir de l'entre-nous, aller avec les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne viendraient jamais spontanément là-dedans, parce qu'on est pour eux ailleurs, puisqu'ils sont dans un autre univers sur le plan idéologique. Donc c'est de sortir et faire le contraire. Alors ça nous renvoie à un débat qui a été évoqué ce matin par rapport notamment au PRIR et au monde qu'ils avaient sans doute hier beaucoup plus nombreux, pas simplement parce qu'il y avait Angela Davis, parce qu'il y a une autre possibilité, mener le combat et mobiliser, qui est une stratégie, à mon avis, à court terme, qui est celle du clivage. On clive au maximum, et sur la base de ce clivage, en disant nous, voilà, les dominés, on se regroupe contre le eux, etc. Et le eux, finalement, devient, dans ce pays, quand même, une majorité de gens, on arrive effectivement à recruter. C'est une stratégie qui, à mon avis, est gagnante en termes de recrutement à court terme, qui est une stratégie perdante en termes de combat idéologique. De reprendre le combat idéologique en allant au maximum vers l'extérieur. Alors, pas pour simplement dire et pas pour porter une parole, mais pour entendre aussi ce que les gens ont à nous dire et essayer d'affiner notre position pour comprendre que nous, on a un autre modèle à proposer que ce qu'on renvoie de nous à longueur de temps dans les médias et ailleurs. Florence, je vis au Mans, je suis chômeuse de longue durée et en même temps travailleuse ultra précaire. J'ai un petit boulot dans un centre social. J'ai roulé ma bosse dans un certain nombre d'espaces militants, des féministes, des libertaires, des anarcho-syndicalistes. Et immanquablement, je me suis retrouvée à affronter le même genre de problème, qui est que tous ces espaces militants sont, verrouillés par un certain nombre de personnes qui partagent, qui sont dans une monoculture politique et dans une homogénéité sociologique qui fait qu'en fait, ils reproduisent sans le savoir une fermeture. Et en fait, c'était très intéressant ce que vous avez dit, monsieur, par rapport à le fait de comment vous êtes en colère par rapport au fait que d'autres personnes se soient appelées nous et vous aient imposé une fermeture. Parce qu'en fait, moi, ce que je vis dans tout un tas d'espaces militants, c'est comment très très rapidement, en fait, il y a une fermeture qui se passe par une homogénéité des pratiques de parole, l'hégémonie de l'écriture, du texte, du tract, qui fait que très rapidement, quand il y a une mobilisation, là, tout de suite, le discours tourne autour de qu'est-ce qu'on va mettre dans le texte, qui a le droit de mettre telle ou telle chose dans le texte. Et ce que je veux dire, c'est que cette fermeture, elle est super grave parce qu'en fait, il y a plein de gens qui effectivement ont envie de participer, de rejoindre une mobilisation et un mouvement. Et on le voit à chaque fois qu'il y a un événement grave, il y a plein de gens qui sont présents. Donc il y a toujours une impulsion, une première réunion où il y a plein de gens qui viennent, et au bout de 2-3 réunions, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. C'est toujours les mêmes qui sont là, qui ont fermé, qui sont les personnes qui effectivement permettent d'avoir les salles, parce que ce sont des gens qui sont dans les réseaux, c'est eux qui sont là depuis longtemps, ils ont les possibilités vis-à-vis de la mairie, ils ont l'argent pour se payer des salles, et donc en fin de compte, dans leur manière de faire, apparemment il y a une ouverture au début, mais en fin de compte c'est juste au niveau vraiment ponctuel, c'est au niveau d'une situation, d'une mobilisation par rapport à un événement, mais en fait très rapidement dans la pratique militante de ces militants de la gauche blanche vont fermer les choses et faire partir les gens. Ce qu'il nous faut, c'est de créer des poches de résistance interconnectées. Nous sommes dans un système qui fonctionne comme un rouleau compresseur où les victimes de ce système sont partout. Mais c'est vraiment partout. Les flics eux-mêmes, vous voulez pas faire un travail de flic, c'est pas votre vocation, c'est pas votre envie, vous êtes formé à autre chose. Il y en a qui font une formation de flic et qui deviennent des policiers. Y compris parmi eux, il y a des gens qui se sentent mal. Et ça, moi, je l'ai vu lors d'expulsions de bidonville. Je regarde des policiers dans les yeux et eux, ils baissent les yeux. Ils ont honte du travail qu'ils font. Donc, il faut créer ces poches de résistance
partout, et y compris là où on le soupçonne le moins, parce que, évidemment, on est habitué dans des manifs avec les CRS qui font les Robocop et les violences policières partout, etc. Mais vraiment partout, il y a des gens qui se sentent mal, et nous souffrons tous du même mal. C'est ça qu'il faut d'abord faire comprendre à un maximum de gens. Et en termes d'action, de forme de mobilisation, en bon athée ou agnostique, je ne sais même pas moi ce que je suis au milieu des deux, je citerai saint Thomas d'Aquin qui disait « Un minimum de confort est nécessaire à l'exercice de la vertu ». Par le simple fait que nous sommes ici, c'est une sorte d'exercice de vertu. Nous discutons, nous réfléchissons, nous essayons d'imaginer des formes d'action efficaces. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes dans un relatif confort. Aussi, chose à prendre en compte. Nous ne sommes pas les premiers visés, bon peut-être il y a des exceptions dans la salle, je ne sais rien, mais nous sommes dans un relatif confort qui nous permet pas de subir sans comprendre, mais de comprendre parfois, y compris sans subir. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans mon intervention, personnellement tout va bien. Mais c'est parce que je suis dans ce relatif confort que j'ai le temps et la possibilité matérielle de réfléchir sur ces mécanismes que je vois, que j'observe, et contre lesquels j'essaye de me battre. Après, ceux qui sont en première ligne, et ceux qui doivent se battre, et qui se battent au quotidien, eux, ils n'ont pas ce minimum de confort que nous avons. C'est notre responsabilité, donc, d'aller à la base, de parler aux gens qui sont confrontés à cette violence de manière quotidienne et plusieurs fois par jour, et de leur faire comprendre ce qui se passe. Si on fait, je ne connais pas assez l'histoire de la mobilisation à l'époque, les années 80, moi j'étais gosse, j'étais en Albanie, voilà, ce que je connais, c'est ce que j'ai pu lire, entendre à droite à gauche, mais ce que j'ai compris de tout ça, c'est que s'il y a eu la marche, par exemple, et ce mouvement de jeunes de quartier populaire qui était une marche pour l'égalité des droits, c'est qu'il y avait le terreau. Et le terreau, il était créé par qui? Par des prêtres ouvriers, par des éducateurs spécialisés, par ce tissu qui était présent dans les quartiers et qui n'est plus présent aujourd'hui, ou alors à qui on donne un autre rôle. Et je reviens sur ce témoignage de la dame qui parlait, qui dit, voilà, moi je suis éducatrice, on me demande de faire un travail de flic. C'est là où il est nécessaire, plus que jamais, et plus le temps passe, plus ça devient urgent, d'être en contact, en lien avec les gens qui subissent tous les jours, et d'organiser ces poches de résistance. Quand je dis de les organiser, c'est vraiment, il s'agit de résister, il s'agit parfois de boycotter des choses. Cette fameuse campagne BDS, par exemple, c'est très bien. On peut faire la même chose ici. Pourquoi on ne pense pas à des choses comme ça, ici, chez nous, dans notre immeuble, dans nos quartiers? Refuser le système, faire le maximum de ce qu'on peut faire en se situant à l'extérieur du système, c'est déjà une résistance énorme. Et avec les connexions qu'on peut faire entre ces différentes poches de résistance, je pense qu'on peut avancer. En tout cas, il faut essayer. C'est une piste à laquelle je pense comme ça. Je pense qu'il ne faut pas se laisser distraire. En tout cas, moi, personnellement, pourquoi j'ai choisi maintenant de militer dans mon quartier sur des questions très précises, par exemple les questions de logement, des rénovations urbaines, les politiques racistes des bailleurs. Je veux dire, si on menait simplement une campagne sur la gestion coloniale des bailleurs,
sur la différentialisation de ville en ville. On peut voir, moi je suis locataire de l'OPHLM du 92, je peux vous dire que la politique qui est faite sur Bagneux, la ville que j'habite, et celle qui est faite à Sceaux, c'est pas la même. Les subventions qui sont données sont pas les mêmes. Ok, les immeubles où habitent les Blacks et les Arabes sont pas les mêmes. Les réparations, etc., etc. L'école, c'est pareil. C'était pourtant des choses qui, on parlait sur l'école, sur l'échec scolaire, sur le manque de perspective, sur le fait que les gens n'arrivent pas à trouver de travail même quand ils font des études. Je vais arrêter là. Ne nous laissons pas distraire par des questions aussi qui nous divisent. Est-ce qu'il n'y a pas des luttes quand même sur notre condition sociale? Moi, je pense qu'il faut revenir à ces questions essentielles qui nous sont communes et qui nous permettraient de reprendre l'initiative et de dire à des gens qui ne croient plus en l'activité politique, qui ne croient plus en l'initiative politique, que la politique, ça sert à transformer sa condition sociale, politique et économique. Je viens chercher ici l'espace commun, l'espace de l'alliance, l'espace justement de ce qui peut nous réunir. Mais du coup se pose la question de comment on peut construire un espace commun qui ne prendrait pas en compte les endroits qui font le plus mal aux premiers concernés. Et je pense qu'il faut être très franc entre nous. On pourra se réunir, on aura d'un côté des gens qui diront « mais moi, si vous ne parlez pas d'islamophobie, c'est ça qui me touche, je suis tapé là-dessus. Si vous ne parlez pas de ça, je ne viendrai pas. » Et d'un autre côté, on aura des gens qui diront « oui, mais c'est un problème systémique, il faut changer la société. » Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on peut construire? Je pense que si c'est bien la question du décalage qu'il faut qu'on interroge si on veut trouver des voies et moyens de diminuer ce décalage et de repartir à l'offensive. Et je pense que dire ça, ça ne veut pas dire forcément cliver. Et donc on s'est retrouvé avec un mouvement antiraciste qui continuait sur un certain nombre de grilles d'analyse au même moment où la société se transformait. J'en prends que comme exemple, ce qu'on a beaucoup critiqué dans les mouvements des premiers concernés, la prédominance, encore aujourd'hui, de la thématique intégrationniste. On va les aider à s'intégrer. On va leur expliquer comment s'intégrer. On va mettre en place des politiques d'intégration. Mais ça, c'était inentendable dans les quartiers populaires. Vous pouviez parler pendant des heures et des heures, les gens ne vous écoutaient pas. C'est quoi ce terme d'intégration alors qu'on est né, qu'on a grandi, qu'on est à la 3e, 4e, X génération, etc. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, je le disais ce matin, je le répète, c'est qu'il y a un élément incontournable, où on veut qu'il n'y ait plus de mouvement antiraciste dans ce pays, où il faudra prendre en compte une réalité nouvelle, c'est que les premiers concernés, eh bien, s'organisent. De manière multiple, de manière diverse, de manière éparpillée, de manière pas très claire politiquement parfois, de manière confuse, mais ils sont là. Ils sont là, et ils sont organisés. Et donc la question qui est posée, c'est le mouvement antiraciste se positionne comment par rapport à ces mouvements auto-organisés, dans toute leur confusion, dans toute leur incomplétude, etc. On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on continue à prétendre de l'extérieur avoir les éléments de réflexion et de solution de la réalité? Ou est-ce qu'on considère que c'est bien une dimension d'alliance qu'il faut construire? Si on ne fait pas ça, on va avoir un mouvement antiraciste vieillissant. Autant créer l'association des anciens combattants, et on va avoir une multitude de mouvements qui seront pas coordonnés. Alors, comment voilà, pour moi, ça me semble vraiment une dimension essentielle. Et dans les questions incontournables, il y en a quelques-unes, qu'on le veuille ou non, qui montrent le décalage. Moi, je ne peux pas entendre, enfin si je peux entendre, mais je ne peux pas être d'accord quand on dit on ne va pas parler d'islamophobie. Moi, après Charlie, quand même. J'ai été une semaine après à Blanc-Ménil, une mère de famille qui porte le foulard qui me dit « je vais l'enlever, j'ai peur ». Comment voulez-vous que ceux qui ont pu ressentir l'attaque Charlie de cette manière-là puissent écouter un mouvement antiraciste qui ne ferait pas place à la question de l'islamophobie? Qu'après on regarde comment, qu'on regarde les ambiguïtés, qu'on regarde comment, qui est pas terrible, ça bien entendu. Mais un mouvement antiraciste qui dirait « je prends que les choses qui nous unissent et je mets de côté l'islamophobie », eh bien il est mort. Il est mort. De la même façon, les violences policières. Un mouvement antiraciste qui aujourd'hui ne prend pas en compte l'expérience quotidienne des violences policières dans les quartiers populaires, mais ça c'est au moins toute la jeunesse des quartiers populaires qui ne vous écoute pas. Ils vont dire mais ils habitent sur Mars.
C'est des extraterrestres. Ils parlent d'antiracisme, mais ils ne parlent pas de violences policières. Et donc, l'ordre des priorités, eh bien, je pense qu'on est contraint de partir de ce qui est vécu par ceux qui sont victimes du racisme. Comment redémarrer? Comment reprendre l'initiative? Je pense que là où nous en sommes aujourd'hui, hein, je ne partage pas l'idée du premier intervenant disant on n'a pas reculé. Moi, je pense qu'on a objectivement reculé. D'abord, il y a une question de visibilité. Il y a une question de visibilité. Il faut revisibiliser un camp sur un certain nombre de positions claires, à mon sens, parce que nous avons besoin d'espoir social aujourd'hui. Vous savez, quand on regarde la situation dans les quartiers populaires, je ne veux pas faire le devin, mais pour moi, dans les années qui viennent, soit nous allons avoir de nouvelles explosions, comme en novembre 2005, soit pire, nous allons avoir de l'implosion, c'est-à-dire l'autodestruction massive. Hein? Pour ceux qui connaissent un peu les quartiers populaires, rappelez-vous la décennie 90, quand la tox elle est venue détruire au moins un membre de chaque famille dans les quartiers populaires avait un enfant qui était mort de toxicomanie. C'est-à-dire que face à une situation où l'oppression augmente, c'est pas parce que ça ne se visibilise pas. Hein. Quand l'oppression augmente, s'il n'y a pas de canal d'expression politique, eh bien il y a une autodestruction. Et moi, ma grande crainte aujourd'hui, quand je vois la situation, c'est ce retour de l'autodestruction, ou même du nihilisme. Du nihilisme. Et donc, je pense que c'est essentiel de revisibiliser des gens qui disent non. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on peut revisibiliser sur un certain nombre de questions qui sont essentielles dans les quartiers populaires, un camp où il n'y ait pas que des Noirs et des Arabes, mais où il y ait des Blancs qui disent non à l'islamophobie, ou qu'il y ait des Blancs qui disent non aux violences policières, ou qu'il y ait des Blancs, parce qu'effectivement, c'est la question de la sortie de l'isolement aujourd'hui qui est posée. Pour les premiers concernés, vous rassurez-vous, d'une manière ou d'une autre, ils réagiront. D'une manière ou d'une autre, ils s'organiseront. Ce ne sera peut-être pas à la hauteur, etc., mais ils seront contraints, la vie les contraindra de faire des choses. Par contre, est-ce qu'on laissera ces formes d'expression inévitables toutes seules, ou est-ce qu'il y a justement le mouvement antiraciste se sent concerné pour ne pas construire un isolement social et politique, et donc visibiliser un mouvement d'idées, un camp qui porte de nouveaux repères politiques sur les questions qui sont posées pour le Conseil. Pour moi, c'est la première étape. Serons-nous capables, sommes-nous d'accord pour aller vers cette dimension-là? La seconde dimension qui me semble... je termine. La seconde dimension qui me semble essentielle, oui, c'est de choisir des moments d'apparition dans lesquels, sur des questions, justement, de nouveau, qui touchent les premiers concernés, des questions d'apparition, dans lesquelles on tape tous en même temps. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension, même si j'aime pas beaucoup ça, mais ça existe, la dimension psychologique. C'est pas seulement l'ampleur de l'attaque, c'est le fait que depuis plusieurs années, il n'y ait pas de réaction, qui crée un phénomène de débandade, un phénomène de on ne sait plus par quel bout le prendre. Il y a vraiment besoin de montrer qu'autre chose est possible. Et moi, je serais pour qu'on sorte de cette journée avec le choix d'une ou deux actions où on se donne les moyens, et des actions qui redonnent espoir social, des actions qui montrent que les gens ne sont pas tout seuls, une ou deux actions dans lesquelles, eh bien, on dit on tape tous ensemble, et après on fait le point. Je pense que c'est pas simplement le mouvement antiraciste. C'est un débat qu'on aura avec Kaïssa, etc. Moi, je pense que c'est... Honnêtement, on retombe justement, c'est là où il faut analyser aussi les travers et tout ce qui est la gauche, etc. Penser que, en gros, on va reconstruire l'unité sur le terrain social, de trucs qui pourraient être communs, etc. Et que, j'exagère un peu parce que je pense pas que c'est ce que tu as dit, mais qu'on va laisser le thématique, on va laisser le côté de l'agression et toutes les agressions racistes, où la réponse à ça divise, de côté. Je pense que la réalité, c'est qu'on n'arrivera pas à construire d'unité sur les combats sociaux si jamais on ne mène pas la bataille sur les questions du racisme, sur la question des violences policières, etc. Et du coup, moi qui suis dans la gauche, donc avec tous ses défauts, etc., je pense y compris qu'il n'y aura pas de gauche, il n'y aura pas de perspective politique qui pourra se construire sans que cette question-là soit prise en compte et de façon conséquente et cohérente. La deuxième chose, c'est on a tous, et je pense que ça aussi, ça vient de la mythologie de la gauche, etc., et on rêve tous d'avoir une belle perspective, la convergence des luttes. Enfin, franchement, moi je crois que ça fait depuis que je milite que j'entends parler de la convergence des luttes, on aspire tous, etc. Et sur ce que tu disais, François, moi, franchement, sur cette critique du lutte, je pense qu'il peut y avoir convergence entre les acteurs qui existent. La
convergence, elle ne se proclame pas, c'est parce qu'il y a des gens qui existent, qui ont des batailles, etc., que ces gens-là peuvent se mettre, ou des groupes peuvent se mettre à converger. Tant qu'ils n'existent pas, tant qu'il n'y a pas le respect entre les uns et les autres, la convergence, elle est impossible. Et je pense honnêtement qu'on peut espérer la convergence, on peut essayer de commencer à construire les premières choses qui iraient vers ça. Moi, je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade-là, pour être honnête. Et que du coup, y compris sur pourquoi, moi, peut-être de façon un peu difficile, mais est-ce qu'un jour on a eu l'initiative sur ce terrain-là? Est-ce qu'un jour on a eu l'initiative là-dessus? Et moi, je pense qu'il faut définir, oui, il y a des nous à construire. Et des nous à construire qui ne sont pas l'ensemble, etc. C'est-à-dire que si on regarde la tradition, on peut expliquer pourquoi, la tradition de la gauche en France, ça a été de raisonner sur justement ce truc, toutes les questions de racisme, de solidarité internationale, etc., on va les construire à travers les luttes sociales. Que les travailleurs luttent ensemble et du coup ils se diviseront plus. Ce qui a posé des problèmes sur les questions du féminisme avant de poser des problèmes sur les questions du racisme, etc. C'est ça la tradition de la gauche, et le problème c'est que son logiciel il n'a toujours pas changé jusqu'à aujourd'hui, fondamentalement. On continue de nous dire, non, l'islamophobie ça divise, machin, etc. Ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait plus de lutte sociale, et là, les travailleurs français se battent. Mais compris quand on regarde Caïssa, le truc de Talbot en 85, merde, t'as des travailleurs immigrés qui font grève, et les travailleurs, du coup il y a aussi une différenciation sociale, les ouvriers professionnels qui sont principalement des blancs, qui leur tapent sur la gueule, et quand les CRS arrivent, qui les applaudissent en disant les Arabes à la scène. Est-ce qu'on pense qu'il y a une unité sur le terrain social qui peut se construire quant à ces idées-là qui se sont développées? Et je pense que c'est en train de se redévelopper aujourd'hui. Si les hommes on fait des murs, on nous écasse, on nous enferme, les cœurs sont durs. Le pays des droits de l'homme est à raison obscure. Ils ont menti, je